けていた少女はお茶会に遅れないようもう何日も眠ることができないいや寝れないでいる寝たらダメだ寝たら死ぬLors du procès de Kato Tomohiro, l'auteur du massacre d'Akihabara, le peuple japonais demandait des explications et des comptes à son gouvernement, notamment sur la diffusion de certains contenus violents et pervers. Pour toute réponse, le premier ministre Fukuda, qui lui ne marqua pas l'histoire du pays, ordonna l'exécution du pédocriminel nécrophage et nécrophile Miyazaki Tsutomu, qui avait traumatisé le pays par ses atrocités 19 ans auparavant. Était-ce pour leur profil relativement similaire ? Toujours est-il que cette exécution rappela à la population qui aurait préféré l'oublier l'épopée criminelle nauséeuse de celui que l'on surnomma l'otaku tueur, le vampire de Saitama ou encore Ratman, le tueur de petites filles. Je connaissais ces méfaits car au Japon personne ne les ignore, mais je ne soupçonnais pas l'horreur des faits. Miyazaki Tsutomu est né le 21 août 1962 à Itsukaichi, dans la banlieue de Tokyo. Prématuré, il souffre d'une malformation. Les os de ses poignets sont soudés entre eux et ne lui permettent donc pas de les plier. Outre le handicap que cela représente, cette difformité lui vaudra, dès la maternelle, les moqueries de ses camarades et, déjà, un certain repli sur lui-même. Il cache ses mains déformées sur les photos de classe et sort dans la cour de récréation en les cachant dans ses poches. Ce complexe, appuyé par les moqueries de ses camarades, le pousse à s'isoler de plus en plus et à créer son propre univers. Malgré ce handicap, Miyazaki aime dessiner et il se débrouille plutôt pas mal. Cet amour pour le dessin et son désir de s'évader vont le pousser très vite vers les univers du manga, de l'animation et des jeux vidéo. Mais durant toute sa scolarité en primaire et au début du collège, il est un élève modèle par ses résultats, toujours dans les 10 premiers. Ses professeurs le décriront plus tard comme un élève sérieux et appliqué, mais très renfermé et timide. De plus, il souffre du syndrome du micropénis qui l'obsédera toute sa vie et le tiendra éloigné de toute relation normale avec des femmes. Adolescent, alors que son addiction commence à poindre, il étudie au lycée de Nakano, un des arrondissements de Tokyo. Lui, relativement bon élève, commence à décrocher et ses résultats de terminale tournent à la catastrophe. Il finit presque en queue de classement lors des examens de fin d'année. Les portes de l'université Meiji, dans laquelle il espérait suivre des études d'anglais, se referment devant lui, et il doit se rabattre vers une autre voie. Grâce à son père, imprimeur et propriétaire d'un journal local, il peut entreprendre un apprentissage de technicien photo qu'il suivra en alternance. Son père lui proposa bien de reprendre son activité à l'imprimerie et au journal, mais Miyazaki refusa, pour des raisons qui restent aujourd'hui encore assez obscures. Marqué par cette figure paternelle, très influente dans leur ville, respectée par tous et très exigeante avec son fils, il développa sans doute très tôt un complexe d'infériorité marqué et renforcé par ce handicap qui le hantait. Son certificat en poche, il vivote entre deux petits boulots et très vite, ses dépenses en manga et cassettes vidéo explosent son budget et il se retrouve à la rue, obligé de rentrer vivre chez ses parents. Il vit de nouveau cela comme un échec. Les relations avec ses parents sont très tendues et très vite des conflits éclatent. Tout d'abord, il leur reproche de préférer ses deux petites sœurs et de ne s'occuper que d'elles, lui reprochant, dit-il, son handicap et restant sourd à ses problèmes existentiels. Il se referme de plus en plus dans son monde et rejette cette famille qui ne pense qu'à la réussite matérielle et sociale et se moque de lui. Il arrive toutefois à maintenir une relation normale avec sa grande sœur qui, faute de le plaindre, le conseille gentiment sur ses choix de vie. Pour la première fois, il commence à penser sérieusement au suicide. Mais une personne le réconcilie avec la vie et trouve grâce à ses yeux. C'est son grand-père, vieil homme simple, jovial et ancien ouvrier assez peu porté sur le statut social. Il passe de bons moments avec lui, buvant et parlant pendant des heures. Le vieil homme ne le juge pas malgré son hygiène de plus en plus discutable, sujet de tension avec ses petites sœurs qui ne le supportent plus. Mais, en mai 1988 arrive un drame décisif, la mort de son grand-père, qui l'anéantit totalement. Il reste cloîtré dans sa chambre durant des jours, ne sortant finalement que pour les funérailles de son aïeul. Se dérobant au regard des invités à la fin des obsèques,
Il mangea une partie des cendres de crémation pour garder une partie de son papillon lui. Depuis ses années collège et le début de son addiction aux univers virtuels, Miyazaki avait développé un goût fort prononcé pour la pornographie. Classique tout d'abord, puis pour celle que l'on trouve en abondance sur les étagères des magasins japonais, les animés pédopornographiques. En effet, il achète beaucoup de revues érotiques mais se lasse car, loi japonaise oblige, les parties intimes des modèles sont floutées, ce qui frustre encore plus ses délires fantasmatiques. Cette loi, contournée dès les années 70 par les éditeurs, ne vise pas la moralité des publications, mais uniquement la censure de la pilosité. Les publications les plus déviantes et répugnantes ont donc pu fleurir par dizaines de milliers, mettant en scène des filles de plus en plus jeunes, voire des bébés. C'est dans cet univers qu'il sombre dès l'adolescence, commençant une collection compulsive de recueils, de cassettes vidéo et de jeux vidéo du même genre, mais aussi des fictions les plus gore qu'il pouvait trouver avec un certain penchant pour les vampires et les films de cannibales. Il s'adonne aussi à des séances de shooting des filles du club de tennis, braquant son focus sur les entrejambes des joueuses. La mort de son grand-père bien-aimé le fit basculer définitivement dans son univers pervers, déconnecté et mortifère. C'est à cette période qu'il commença à espionner ses petites sœurs sous la douche. Lorsqu'une d'entre elles le surprit et lui demanda de partir, il entra dans une colère noire et la frappa violemment. Le soir de l'incident, sa mère demanda à lui parler et le supplia de trouver du travail, de quitter la maison et surtout d'arrêter de passer son temps à regarder des animés. Miyazaki se mit à nouveau en colère et insulta sa mère avant de la gifler à plusieurs reprises. Terrifiée, elle n'insista pas et n'en fit pas part à son père. Miyazaki put continuer sa vie devant son écran pour quelque temps. Peu de temps après, et grâce à un coup de pouce familial, il déménagea dans une petite maison de 2 pièces pour, disait-il, se consacrer pleinement à la recherche d'un travail à plein temps et gagner son indépendance. La raison de ce départ était bien plus obscure. De temps en temps, l'otaku à la dérive s'offrait tout de même de petites promenades dans les espaces verts. Il affectionnait surtout les parcs où venaient jouer les enfants. Il les observait et les enviait. Il dira plus tard durant les audiences que lorsqu'il observait une petite fille jouer, c'est comme s'il se regardait lui-même. Il continua ses visites dans les parcs pendant quelques mois, commençant à en connaître les allées et les recoins par cœur. Connaissant aussi les emplois du temps des mamans du quartier et l'heure à laquelle elles conduisaient leurs enfants sur les jeux de plein air. Le jour de son 26e anniversaire, il observa les allers-retours des familles. Son esprit dérangé se perdait en dessins morbides et criminels. Le lendemain, soit le 22 août 1988, la petite Konno Mari, âgée de 4 ans, disparaît alors qu'elle joue avec une amie. Fous d'inquiétude, les parents passent des heures à la chercher, sonnent aux portes des parents de ses camarades, mais en vain. Le père se décide finalement à appeler la police. Miyazaki passait juste là par hasard, dira-t-il plus tard. En fait, tout avait été organisé précisément depuis longtemps. Il avait suivi la petite Marie et, alors qu'elle sortait de la maison de sa camarade de jeu, lui avait juste parlé quelques minutes, lui disant qu'il la ramènerait en voiture. Elle était montée sans contrainte dans sa Nissan noire. Après avoir roulé 1 heure jusqu'aux abords de la grande banlieue ouest de Tokyo, zone moins urbanisée que les autres, il gara sa voiture dans un sous-bois, sous l'arche d'un pont de chemin de fer. Il resta silencieux, écoutant juste la petite fille parler pendant plus d'une demi-heure, puis il l'étrangla. Il viola son corps à plusieurs reprises, puis, après avoir soigneusement retiré et plié ses vêtements, qu'il garda avec lui, alla abandonner son corps dénudé dans les bois, au sommet d'une colline. De retour chez lui, il rangea les vêtements de sa victime dans une commode et s'endormit. Durant les jours et les semaines qui suivirent, il alla régulièrement voir le corps de sa victime et constater l'évolution de la décomposition. Après une dizaine de jours, il revint sur les lieux avec une scie et lui coupa les mains et les pieds. Il les rangea soigneusement dans sa commode, avec les vêtements de la malheureuse. Lorsque le processus de décomposition fut achevé, Miyazaki incinéra les os dans sa chaudière, les réduit en poudre et récupéra les dents de la fillette. Il alla acheter une boîte en carton décorée et une carte postale, puis, une fois chez lui, disposa la poudre d'os au fond de la boîte, une photo des vêtements de Mari, ses dents, et posa sur le dessus la carte postale sur laquelle il avait écrit « Mari, incinéré, os, enquêté,
Prouvé. Une fois le macabre paquet refermé, il l'envoya par la poste à la famille Conno. Durant les jours précédents et suivant l'envoi de ce colis funèbre, il appela les parents plusieurs fois par jour, se contentant de respirer fortement dans le téléphone, espérant une réaction effrayée de la famille. Pendant un mois et demi, Miyazaki contempla ses trophées chaque jour, revivant les scènes et se masturbant. Mais le souvenir s'effaçait et il décida de recommencer. La victime de son deuxième meurtre ne fut pas repérée à l'avance. Le 3 octobre 1988, il arpentait les rues au volant de sa Nissan Pulsar noire et repéra la petite Yoshizawa Masami, âgée de 7 ans. Il se gara et lui proposa de la ramener chez elle en voiture, ce qu'elle accepta. De nouveau, il la conduira sous ce pont de chemin de fer au bord du petit bois, celui-là même où il assassina Mari quelques semaines plus tôt. La pauvre Masami subira le même sort et il observera strictement le même rituel avec le corps et les vêtements. De même qu'il appellera la famille à de multiples reprises et donc, aux yeux de la police, associera ce crime à celui de la petite Mali. La panique gagnait les familles de Tokyo et la presse parlait quotidiennement de celui qu'ils appelaient l'assassin de petites filles. Les parents redoublèrent de vigilance et les écoles renforcèrent la sécurité de leurs établissements, mais après 2 mois d'inactivité criminelle du tueur, la vigilance s'amoindrit. Le 12 décembre 1988, les parents de Namba Erika, 4 ans, jugèrent qu'elle ne risquerait rien à rentrer à pied de la maison de sa copine située à une centaine de mètres, surtout en plein après-midi. Elle était avertie qu'il ne fallait pas parler aux inconnus et encore moins monter en voiture avec eux. Lorsque Miyazaki croisa sa route et lui proposa un tour, elle refusa. Il insista, mais elle refusa encore, ce qui le mit dans une colère noire. Il descendit de sa voiture et força la petite Erika à monter à bord en la malmenant. Énervé et paniqué, il improvisait cette fois. Il conduisit à un long moment silencieux tandis que la fillette pleurait et implorait sur la banquette arrière. Il arriva à Nagori dans la préfecture de Saitama et se gara sur un parking désaffecté. Après avoir littéralement arraché les vêtements de sa victime, il prit des photos d'elle et se livra à des attouchements, puis il l'étrangla. Il ligota son corps nu, lui attachant les mains et les pieds dans le dos de façon très brutale, puis la cacha dans le coffre de sa voiture, dissimulé sous une couverture. Il roula quelque temps et se débarrassa des vêtements en les jetant dans un sous-bois, puis il jeta le corps d'Erika sans ménagement sur un parking public. De retour chez lui, il acheta à nouveau une carte postale et découpa des lettres dans de vieux journaux pour l'envoyer aux parents d'Erika. Il y inscrit « Erika, froid, toux, gorge, repos, mort ». Pendant les 6 mois qui suivirent, Miyazaki repensa son modus operandi suite au déroulé de son dernier meurtre. Il les passa également à se gaver de pornographie infantile et de films gore qu'il dénichait en écumant les boutiques underground de Akihabara. Le mardi 6 juin 1989, il se remit en chasse. Ce jour-là, la petite Nomoto Ayako, 5 ans, eut le malheur de croiser sa route. Prétendant être photographe, il lui proposa de prendre quelques clichés d'elle. Elle accepta de le suivre jusqu'à sa voiture. À peine entrée dans le véhicule, Ayako fut étranglée puis dissimulée dans le coffre, sous une couverture. Contrairement à ce qu'il avait fait jusqu'ici, Miyazaki n'abandonna pas le corps à l'extérieur mais le ramena chez lui. Il disposa le corps de l'enfant sur son futon et, durant les 2 jours qui suivirent, s'adonna à de multiples actes de nécrophilie, photographiant et filmant les scènes. Lorsque le corps commença son processus de décomposition, il décida de le démembrer et, ce faisant, but le sang de sa victime et mangea la chair de ses mains. Il alla éparpiller les restes humains dans un cimetière de son arrondissement et jeta la tête sur une colline boisée des environs. Il garda cependant les mains qu'il mit avec celles de sa première victime dans le tiroir de sa commode. Mais, depuis quelque temps, la police accentuait les recherches et traquait le tueur de fillettes. Après plus de 3 semaines, paniqué par certains articles qui disaient que les enquêteurs avançaient à grands pas, il décida de revenir chercher les restes de sa dernière victime dans le cimetière et sur la colline où il les avait abandonnés. Il les emballa et les dissimula dans un de ses placards.
S'il était vrai que la police avait avancé sur l'enquête, cela ne concernait que l'identification des corps et non du meurtrier. Miyazaki mettait de nombreuses preuves à disposition de la police. Lettres, collages, paquets, appels téléphoniques, mais les techniques de l'époque ne permettaient pas encore de les exploiter. S'il ne le prenait pas sur le fait, il y avait peu de chances que la police remonte jusqu'à lui. Lors de l'identification des restes de la petite Mali, fait relaté dans les journaux, Miyazaki écrivit une lettre insoutenable aux parents dans laquelle il décrivait en détail la mort puis la décomposition de leur fille. Il écrivit entre autres : Avant que je n'aie eu le temps de m'en rendre compte, le corps était devenu rigide. J'ai voulu croiser ses mains sur sa poitrine, mais impossible de plier ses bras. Très vite, son corps s'est recouvert de taches rouges, de gros ronds rouges qui ressemblaient à celui de notre drapeau. Après quelque temps, sa peau faisait comme des vergetures, et le corps si dur quelques jours avant était devenu tout flasque, comme s'il était plein d'eau. Et cette odeur, mon Dieu, cette odeur, ça puait plus que tout ce que vous avez pu sentir dans ce monde. Miyazaki prenait de l'assurance. Il décida de repartir en quête d'une nouvelle victime un mois plus tard. Le dimanche 23 juillet 1989, il se rendit dans un des parcs qu'il connaissait bien pour y avoir passé des mois entiers de repérage dans le quartier de Hachioji. Vite, il repéra deux sœurs qui jouaient ensemble. Il profita d'un moment où la plus jeune des deux s'éloignait un peu pour l'attirer dans sa voiture, prétextant une fois de plus d'y prendre des photos. Mais l'aînée avait vu l'homme parler à sa petite sœur et la prendre par la main avant de disparaître, alors elle courut en avertir son père. Paniqué et ivre de colère, le père de famille se mit à la recherche de sa fille et de Miyazaki. Il les retrouva vite dans la voiture de ce dernier, sa fille dénudée sur la banquette arrière devant l'homme qui la photographiait et pratiquait des attouchements. Il l'empoigna et sortit l'agresseur de la voiture avec violence, trop peut-être, car profitant de la confusion de la scène, Miyazaki s'enfuit, pieds nus, et disparut dans la forêt. Le père appela la police qui inspecta la voiture, amena la jeune victime et sa famille à l'abri et laissa une patrouille en planque, au cas où, près de la voiture. Quelques heures après, l'agresseur revint à son véhicule, croyant la situation sûre pour lui et fut appréhendé par les forces de l'ordre. Il n'opposa aucune résistance. Son immonde parcours s'arrêtait là. Miyazaki fut placé en garde à vue et la police procéda à la perquisition de son petit logement. Ce qu'ils y trouvèrent les sidérèrent. La pièce principale et la petite chambre étaient saturées de mangas, de cassettes vidéo, 5763 au total, et de revues, le tout dans un désordre indescriptible. Il régnait dans cet endroit une odeur insupportable. Les enquêteurs découvrirent les restes de la petite Ayako, dissimulés dans le placard de sa chambre, mais aussi les vêtements de deux petites victimes, ainsi que leurs mains, des pieds, qui étaient ceux de Mali, et une atroce collection de photos et de vidéos de ses sévices pré- et post-mortem. Durant toute la durée de ces interrogatoires, pendant les reconstitutions, mais aussi les 7 années que dura le procès, Miyazaki garda son calme, ne s'émut jamais de rien, et répondit systématiquement et avec le plus grand sang-froid aux questions des policiers et des magistrats. Il se perdait en détails sur ses agissements criminels, donnait dates, lieux et modus operandi, mais persistait à incriminer quelqu'un d'autre. Pour lui, il n'était que l'exécutant des ordres donnés par un certain Ratman, un homme rat qui le télécommandait et lui ordonnait de tuer. C'est pour cette raison que la Cour décida de nommer 3 commissions d'experts psychiatriques pour déterminer la santé mentale de Miyazaki. Au Japon comme en France, on ne juge pas un individu à la conscience altérée. Les psychiatres, dont l'éminent Okonogi Keigo, professeur à l'Université internationale de Tokyo, conclurent que, bien que présentant des signes évidents de troubles de la personnalité, de bipolarité et de schizophrénie, il restait cependant capable de comprendre la portée de ses actes au moment où il les accomplissait. Son discernement n'étant pas altéré, il était donc accessible à un procès et à une condamnation. Le procès commença le 30 mars 1990 et se termina le 14 avril 1997 par une condamnation à mort. Incapable de supporter la honte jetée sur sa famille et refusant de payer pour la défense de son fils, le père de Miyazaki se suicida en 1994. La Haute Cour de justice de Tokyo confirma la peine en appel le 28 juin 2001
et la Cour suprême le 17 janvier 2006. Celui que la presse appelait désormais l'otaku tueur fut exécuté par pendaison le 17 juin 2008 par décret du ministre de la Justice Hatoyama, ratifié par le Premier ministre Fukuda, dans un contexte social tendu qui criait vengeance suite à l'affaire Katto. Cette sinistre affaire fut aussi l'occasion de polémiques interminables sur la pop culture et son influence sur la jeunesse et leur comportement. Il braqua les projecteurs sur ceux que l'on appelle les otaku, ces êtres obsessionnels et compulsifs qui vouent leur vie à la collection et à l'accumulation autour d'un sujet, ici principalement le manga et les animés. Les sociologues et psychiatres japonais, dont Okonogi, pointaient du doigt cette génération qui se détachait brutalement du lien parental traditionnel et de l'apprentissage graduel de la relation à l'autre, à l'entrée dans le monde adulte et qui se réfugiait dans un monde virtuel, ne faisant plus la cassure essentielle avec le monde de la fantaisie qui caractérise la sortie de l'enfance. Mais le lien entre cette constatation évidente et confirmée et le passage à l'acte criminel fut et reste sujet à polémique. Comme pour le massacre de Columbine dont la responsabilité morale fut imputée à l'appétence des auteurs pour les jeux et le heavy metal, résumer les crimes odieux de Miyazaki à son seul amour pour le porno animé, les mangas et les mondes virtuels serait nier le contexte social et familial du meurtrier et faire des raccourcis, certes très confortables moralement, mais terriblement biaisés. Le sociologue Otsuka Eiji, dans son livre sur l'affaire, soupçonna même les journalistes d'avoir gonflé les chiffres de sa collection et truqué les photos de sa chambre pour accroître ce sentiment de perversion du public à l'encontre de Miyazaki. D'autres encore, comme Chisashi Fumiya, accusèrent les médias et le ministère public de jouer sur les peurs de la population envers le monde des otaku et les fantasmes qu'ils véhiculaient pour influer sur la décision du jury. Quoi qu'il en soit, cette affaire marqua durablement l'opinion publique et marqua un tournant dans l'opinion japonaise. Elle créa aussi, malheureusement, des émules, des copycats comme le pédocriminel Kobayashi Kaoru ou le mass murderer d'enfants Takuma Mamoru, qui se réclamaient tous deux de l'œuvre de Miyazaki Tsutomu. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo en espérant qu'elle vous aura intéressé et appris quelque chose sur ce pays et sa société qui, quoi qu'il en soit, reste le mien. À très bientôt pour de nouvelles histoires de crimes au Japon. Si vous avez aimé, pensez à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner et à partager. Matane.